un désordre monétaire et un désordre financier. Nous ne pouvons pas faire mieux. En face de ces désordres, nous ne pouvons plus, et je vais parler clair, Madame le ministre, faire confiance aux politiques, parce que malheureusement, les politiques gèrent à court terme. Or, vous le savez comme moi, nous avons besoin d'une génération entière si nous voulons rééquilibrer le monde suivant des principes économiques qui soient en parfaite harmonie entre l'environnement et l'homme, c'est-à-dire un principe holistique. Dans ces conditions, nous avons créé cette association qui est une association émanant de la société civile. C'est-à-dire que nous avons tous notre expérience et nous savons tous qu'on ne peut pas gérer notre monde à 5 ans. Nous savons tous que nous ne pouvons pas gérer notre monde à court terme. Il est nécessaire aujourd'hui de vivre le long terme. Et seule la société civile peut le faire, et dans un discours qui est une conception holistique de nos processus productifs, afin de les rendre interdépendants et coopératifs entre eux. Un déchet d'une industrie, par exemple, devenant une matière première pour une autre. C'est la base de l'économie circulaire. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce la seule alternative qui nous reste possible dans notre civilisation humaine? Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous faisons tellement de déchets et il y a tellement d'inégalités sociales que nous allons inévitablement, avec la démographie qui arrive de l'Afrique et la baisse de démographie qu'il y aura en Europe et ailleurs, nous allons vers des systèmes d'immigration qui seront des invasions. Or, ça n'est pas du tout cela. Une augmentation de population, c'est une joie. Ça doit être un plaisir. Mais il faut tout simplement l'intégrer et l'intégrer dans un système qui ne soit plus un système financier et marchand, mais dans un système qui soit une harmonie du vivant. La notion même de déchet doit être supprimée grâce à une éco-conception et l'utilisation des matériaux biosourcés doivent être à la base de nos constructions. Nous ne devons plus créer des matériaux, nous avons tous les matériaux qu'il faut. J'ai restauré un vieux château fort qui a 800 ans, il est fait avec la pierre locale, c'est d'une grande simplicité. Et quand nous envisageons, moi je viens d'Algérie, et nous avons l'argile et le chanvre en Algérie, nous l'avons aussi au Maroc, nous pouvons construire en biosourcé. Et donc, il faut que tous nos déchets soient supprimés. Ça ne prendra pas 5 ans, ça prendra une génération, mais nous y arriverons si nous le voulons. Et donc, dans ce cas-là, nous allons vers une nouvelle boucle productive, puisque tout produit ne pouvant pas être réutilisé sera retourné à la terre pour l'enrichir. La troisième chose que nous avons définie, c'était qu'il y avait en face de ce monde financier transnational 3 solutions. La solution de l'hélicoptère-monnaie, que vous connaissez, Madame le ministre, et dans l'hélicoptère-monnaie, vous comprenez bien que les hommes, en très grande partie, sont surnuméraires. Donc, vous allez avoir, dans cette première solution, les hommes surnuméraires mis à l'étable. La deuxième solution, c'est la suppression de la propriété au profit de l'usage. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a plus de propriété et que
nous allons être tous utilisateurs, soit de nos appartements, de nos voitures, enfin, quand je dis nos appartements, des voitures, mais c'est un esclavage immédiat, car les prix seront définis par les détenteurs de la propriété, bien évidemment. Car pour être locataire et avoir l'usage, il faut qu'il y ait un propriétaire. Et la troisième solution, c'est une société que nous appelons, nous, réticulaire, que certains appellent de territoire, mais c'est une société, en effet, qui n'est plus une démocratie représentative, mais nous nous retrouvons finalement à la Marc Aurèle, c'est-à-dire des territoires qui sont gouvernés par les gens des territoires, qui parlent la langue des territoires, qui connaissent les problèmes des territoires et qui ont la culture des territoires, d'où la permaculture. Et puis, d'autres appellent ça d'ailleurs la démocratie participative ou la démocratie Hervé Morin, avec lequel je parlais dernièrement, appelle ça la démocratie des territoires. Nous en sommes là. Nous ne pouvons pas vivre à la montagne comme au rivage. Et d'ailleurs, il faut aussi considérer même le tourisme, puisque quand à la montagne, on fait de la neige quand il n'y en a pas, c'est un tourisme extrêmement coûteux en CO2. C'est donc ce premier constat qui nous a amené à créer notre association. Mais à la créer comment et pour qui? Eh bien, pour qui au commencement? Tout simplement pour notre mère des civilisations européennes qui s'appelle la mer Méditerranée. La mer Méditerranée a été la source de toutes nos civilisations que nous avons partagées. On peut avoir des problèmes, mais nous avons tous une culture identique. Je vous rappelle l'Empire macédonien, je vous rappelle l'Empire romain, je vous rappelle l'Empire arabe, ottoman, qui se réveille actuellement, l'Empire occidental. Nous sommes tous sortis d'une même matrice, d'un même moule, et ceci est très important. La deuxième chose qui est très importante, c'est que nous avons un petit pont à faire, un petit pas à faire pour être d'une rive à l'autre. 14 kilomètres entre l'Europe et le Maroc, 150 kilomètres entre la Sicile et la Tunisie. Nous sommes à une portée de main. On peut se tendre la main. La troisième chose qui est très importante pour nous, c'est que l'Europe actuellement n'est encore qu'un concept. Nous en parlons souvent. Il est temps que l'Europe devienne consistante. Et je pense que l'Europe est un concept, l'Afrique est encore un concept, et je pense que nous avons la chance, d'un côté, d'être une vieille dame, l'Europe, une vieille dame pleine de connaissances, et l'Afrique est un jeune continent plein de force et plein de promesses. Et nous avons la chance d'avoir entre les deux le Maghreb, qui est de langue européenne, le français. Parfois maintenant, ils préfèrent un peu l'anglais, mais enfin, de langue européenne. Et deuxièmement, nous avons le Maghreb qui est, quoi que l'on dise, européen au même titre que nous sommes, nous, ne serait-ce que dans le bas de la France, le bas de l'Italie, le bas de l'Espagne, nous sommes un peu maghrébins aussi, et nous le savons. Et nous n'avons arrêté les Arabes qu'en 732, je vous le rappelle, et Vienne était entourée par les Ottomans jusqu'au XVIe siècle, encerclée. Donc, aujourd'hui, nous avons toute chance de choisir. Et pourquoi nous l'avons fait?
ces deux éléments qui sont capitaux. Premièrement, nous choisissons la société réticulaire au travers du développement durable et d'une économie circulaire, et de l'autre, nous choisissons pour lieu d'élection et de travail de notre association le Maghreb pour commencer, afin de pénétrer vers l'Afrique. Voilà donc pourquoi notre association est comment. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, nous sommes ce mélange dont je vous parlais, à la fois marocain, algérien. Nous n'avons pas de Tunisiens encore, je les attends, et nous avons des Français de souche ou des Français comme moi qui sont à la fois algériens et français par le cœur et la culture. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous mettre au travail très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez ce désordre enflé. Moi, je le vois enflé. Et je me rappelle d'une phrase que je mettais toujours dans mes fins de lettres quand j'étais professeur. Imprévoyance et décadence sont synonymes. Or, aujourd'hui, nous avons des politiques qui sont imprévoyants du long terme et qui ne pensent qu'au court terme. C'est à nous, société civile, de le rendre vivant, ce long terme. Madame le ministre, avez-vous des questions à me poser? Écoutez, non, j'ai partagé, si ce n'est tout, beaucoup de ce que vous avez dit. C'est des sujets, que je suis depuis, de longues décennies, donc je suis, d'accord avec votre analyse et l'importance de la Méditerranée dans tout cela, pour laquelle il existe reste déjà un certain nombre d'organisations, Oui, hem, qui, travaillent dans la même direction, c'est-à-dire de ce lien, autour de la Méditerranée entre pays riverains, qui partagent effectivement, pour une large part, une histoire commune et une culture commune. Pas en totalité, mais pour une large part. Voilà, donc je suis d'accord sur la double analyse que vous avez faite, monsieur le président. je vous en remercie, Madame le ministre. Je vais donc passer la parole maintenant à notre députée européenne, Salima Yenbaou, qui a la gentillesse de nous patronner. J'allais dire materner, mais excusez-moi, Je peux si vous voulez, hein. vous voulez. Je dois avoir des Salima, biberons, je dois avoir des biberons dans un des coin. biberons pour nous tous, oui. Alors, que dire que je n'ai déjà dit ou c'est pas grave en fait, il y a des personnes ici qui n'étaient pas là la première fois. Effectivement, de manière naturelle et je m'inscris complètement dans ce que tu dis, cette double culture, franco-algérienne ou franco-maghrébine, je l'incarne aussi, je la porte, en moi, dans mes veines. Voilà, c'est là, et forcément, en étant, députée européenne, je ne pouvais que me tourner, vers cette Méditerranée pour essayer de construire quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, tu as dit beaucoup de choses, hein, que je partage, donc c'est compliqué de compléter. Mais effectivement, je suis persuadée qu'aujourd'hui, l'Europe et l'avenir de l'Europe est lié, fortement avec, le Maghreb et de manière plus générale avec l'Afrique. Et ce que moi je souhaite être dans cette association, c'est essayer de trouver, les lieux en Europe pour, donner la parole à notre association, mais aussi comme, Corinne Lepage le disait, à d'autres associations puisque nous sommes tous complémentaires, nous travaillons tous dans la même direction. Donc je crois qu'il est important de ne pas être en concurrence puisque c'est justement cela que nous combattons, de manière transversale et plutôt de travailler tous, dans le même sens. Et je pense que
on n'est pas assez nombreux. Donc, autant se donner les mains et avancer vers cette Méditerranée. Et de par ma double culture, assumée et je crois qu'il est temps aussi que l'Europe, ait un autre discours envers, le Maghreb et l'Afrique. Donc qu'on puisse, créer une autre forme de travail ensemble, dépasser, l'attitude postcoloniale qui a toujours été présente jusqu'ici et qu'on puisse, travailler, coopérer, collaborer ensemble pour, faire émerger, les connaissances qui existent de part et d'autre, pour construire justement, ce nouveau monde, que nous appelons tous, de nos vœux depuis longtemps, mais qui s'accélère aujourd'hui avec, la crise du Covid. On voit aujourd'hui, par rapport à l'économie libérale que nous sommes tous d'accord pour rejeter telle qu'elle nous est, elle a été utilisée depuis longtemps. Cette économie libérale est en train de s'emparer quand même du marché ouvert par la transition écologique et les questions écologiques de manière générale. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui que toutes les personnes qui sont dans cette association et d'autres puissent faire émerger de vraies formes de construction de nouveaux paysages verts. À savoir, aujourd'hui, on a vu apparaître un béton vert qui, finalement, lorsqu'on le regarde de plus près, est un béton vert en termes de produit fini, mais la fabrication n'est absolument pas verte, voire encore plus néfaste que le béton traditionnel. Donc, je crois qu'il y a un gros travail là-dessus et j'ai cru entendre, enfin, je suis sûre que j'ai entendu même, toutes les compétences des personnes qui étaient là et qui peuvent justement mettre ces compétences en avant et en commun avec les compétences que l'on peut voir de l'autre côté de la Méditerranée, dans les 3 pays européens, les 3 pays maghrébins, mais aussi toute l'Afrique noire. Donc voilà, moi j'essaie d'apporter cette part européenne, de faire le lien, le pont, ce pont dont tu parles, qui est finalement pas si long, entre l'Europe et l'Afrique. Il est Merci. absolument nécessaire de conclure par ce qui est le cœur de notre travail. Beaucoup d'associations autour de nous sont en effet de même avis, mais nous voulons concrétiser. Et nous voulons concrétiser, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que nous voulons commencer à lancer la fabrication des matériaux biosourcés dans un pays qui est le Maroc, où nous avons la possibilité de construire un projet qui est un projet je vais dire, du noyau d'une ville future ou d'une banlieue d'une ville existante qui s'appelle Ouezane. Je vais passer la parole à notre ami que je cherche, s'il est là, je le cherche. C'est notre ami qui, Asdin n'est pas là. Mais si, il est en bas. Je suis là, bon. je suis là. Bon, je te cherche. Au préalable, pour que vous compreniez bien, je suis ravi de voir que M. Ben Ali Noureddin est à nos côtés et je le remercie premièrement d'être à nos côtés, deuxièmement de nous avoir accueillis au Maroc et troisièmement d'être notre partenaire provincial. Et je remercie aussi, bien évidemment, M. Larbi, notre président de la province d'Ouezane, et je remercie aussi M. Pouchtar, que je cherche, que je ne vois pas, qui devrait être parmi nous et qui est le directeur technique de la province d'Ouezane, où nous allons ensemble essayer de bâtir ce que nous pensons être la ville de demain, c'est-à-dire la ville autonome,
sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, sur le plan sanitaire et sur le plan énergétique. Je vais passer la parole à notre ami Asdine, cofondateur avec moi, et qui va vous expliquer comment nous essayons au Maroc de nous implanter à titre d'exemple pour l'ensemble du Maghreb. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Madame la ministre, je pense qu'elle nous a quittés tout à l'heure, mais on a d'autres prétendants à ce sujet-là, donc il n'y a pas de souci. Alors, avant de commencer à parler de ce projet du Maroc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole par rapport à ce qui a été dit par notre président, par rapport à nos ambitions, l'objet de notre association? Quelqu'un souhaite rajouter ou dire mais pas très longtemps, parce qu'on ne va pas rester très longtemps. Si quelqu'un prend la parole, une petite minute, avec grand plaisir. Merci. Une demi-minute, merci. Voilà, je me présente rapidement. Je travaille dans une école d'architecture. Je dépends du ministère de la Culture. J'ai été détachée dans cette école de Belleville, Paris-Belleville. Et vraiment, j'étais ravie que Rachid m'invite à votre réunion et j'espère participer à votre association. Je relève ce que disait notre belle députée Salima. Je travaille en relation avec la Roumanie de jeunes architectes et ils ont un travail sur le terrain. Ce sont pour la plupart des universitaires qui travaillent avec les familles telles les Roms, les familles en difficulté, qui font travailler, enfin pas travailler les enfants, excusez-moi, mais qui… Rattrapons-nous. Pardon, qui construisent avec leurs étudiants, qui construisent des endroits où les enfants peuvent venir, font des plantations, etc. Il y a un travail sur le terrain très intéressant et ce sont des gens très, très ouverts. Je travaille avec la Bulgarie également et une de nos partenaires a beaucoup travaillé avec le Maroc. Et une architecte, ce sont tous des architectes, nous avons aussi des sociologues, et je suis aussi membre d'une autre association, le Laboratoire international de l'habitat populaire, qui fait un travail sur l'Amérique du Sud, la Corée. Là, ils m'annonçaient qu'ils allaient partir dans les Caraïbes, etc. Et on est tous très liés, et on projette de partir au Forum urbain mondial en 2022, et j'espère qu'on sera tous ensemble. En 2022, c'est en Pologne. Donc, c'est sur l'habitat, voilà que j'ai perdu le fil. Habitat populaire. De l'habitat populaire. Voilà, c'est pas vraiment ça, mais ça fait rien. Et donc, on présente les villes, on présente les territoires, etc. Et donc, moi, je me propose peut-être de me mettre, je serai en contact donc avec Rachid, et puis avec vous, bien sûr. Et si vous voulez bien, on peut vous faire un petit condensé de ce que nous faisons. Et je veux juste avoir un regard sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays neuf. L'Afrique, c'est un vieux pays aussi, très civilisé. Et malheureusement, on leur a coupé toutes les racines, mais elles sont encore là, les racines. Et je voudrais parler de M. Mamadou Hampâté-Bâ, qui est parti il y a quelques années, un grand philosophe. Et je crois qu'on pourrait faire quelque chose sur les travaux qu'il avait fait, parce que c'est un monsieur vraiment qui nous parle de l'Afrique avec intelligence et amour. Et je termine là-dessus. Les femmes africaines, dont Amélie Essessé, qui a construit l'association Les femmes bâtisseuses. Alors, au départ, c'était du Cameroun, et là, ce sont les femmes bâtisseuses africaines qui travaillent la terre, qui ont un système, parce que les maisons en terre se défont quand il y a la saison des pluies. Donc, elles sont arrivées à trouver un système pour consolider leur maison, je crois, avec un peu de béton, je ne sais pas trop quoi. Et puis après, elles l'entourent de terre. Et de la chaux. Voilà. Et de Merci. chaux, voilà. Merci, madame. Merci de votre intervention. Merci infiniment. Je crois que Rachid Mokran voulait prendre la parole. Peut-être juste avant, je vois que Abel Chibi donc levait la main. Alors, je ne sais pas si
Vous souhaitiez lui donner la parole? Alors, vous allez vous présenter Abel, il va chacun. prendre la Abel parole tout à l'heure. Chibi prend la Abel, il va prendre la parole tout à l'heure sur le tourisme. Rachid Mokran, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je le dirai à la fin. D'accord. Ah bon? Bon, mes amis, alors. Tu changes le programme. Très bien. Non, c'était juste pour une petite ouverture pour ne pas bloquer complètement la discussion. Alors, je suis franco-marocain et là, ce soir, je vais prendre plus la casquette marocaine que française. Bon, je ne vais pas quitter le bleu, blanc, rouge, il est à côté de moi, mais je vais prendre le rouge et le vert. Alors, avant de parler de notre projet, je voudrais parler d'abord du Maroc. Le Maroc, c'est un, comment dirais-je, c'est un pays qui est béni par Dieu. C'est un pays où on trouve énormément de belles et bonnes choses, et ainsi de suite. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan stratégique, le Maroc a un rayonnement extraordinaire. Les Marocains aussi, pour certains, ils sont aussi de très grande qualité, à l'image du premier parmi nous, qui est le roi Mohamed VI, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, le Maroc, pourquoi j'ai dit que c'était béni par Dieu, c'est tout simplement parce que d'abord, sa position géographique lui donne à peu près un accès sur la Méditerranée, un accès sur l'Atlantique, pas loin de 4000 km de côte. Quand on dit 4000 km de côte, c'est de l'eau. Et donc, on sait les guerres qu'ils vont avoir dans les siècles à venir sur l'eau et les problématiques de l'eau. Sans oublier toute la production héliotique de la mer qu'on peut obtenir. Donc, c'est très important. Le Maroc a aussi 4 chaînes de montagnes, le Rif, le Moyen Atlas, le Grand Atlas et l'Anti-Atlas, qui, là aussi, quand on parle de chaînes de montagnes, on parle de l'eau. Vous voyez, c'est une terre qui est très riche en eau. Le Maroc a un océan de sable, donc le Sahara au sud, un océan de sable. À travers ça, vous voyez qu'il y a des diversités naturelles qui lui donnent une image qui est extraordinaire. On a un certain nombre d'individus, quand on parle de neige au Maroc, ils ne croient pas, ils voient toujours le chameau, le sable, ils ne voient pas la neige, ils ne voient pas d'autres choses que le sable. Donc, cette image du Maroc, du soleil et ainsi de suite, il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. Et si on parle purement géographique, sur le plan stratégique, le Maroc a une position géopolitique qui est fort intéressante. Alors, par sa position, il a, je dirais, 5 portes. Une première porte, 3 portes physiques et 2 portes virtuelles. La première porte sur la Méditerranée, donc l'accès sur la Méditerranée. La deuxième porte, l'accès sur l'Afrique. Et la troisième porte, l'accès sur le monde arabo-musulman. Les deux accès virtuels, c'est que le Maroc est signataire des accords avec l'Europe de libre-échange et avec l'Amérique. C'est pour ça qu'actuellement, nous avons un certain nombre de zones industrielles qui se développent à travers le Maroc, en l'occurrence au nord du Maroc, on reviendra là-dessus tout à l'heure, qui offrent au Maroc la possibilité d'être une plateforme industrielle assez importante pour accéder au marché européen et au marché américain. Le Maroc est un pays qui est stable. Il est stable par son régime politique. C'est une monarchie constitutionnelle qui, avec un parlement et un Sénat, la dynastie alaouite, elle est là depuis 300 ans. Donc, la stabilité politique, contrairement à d'autres endroits du monde, là aussi, ça lui offre un positionnement assez intéressant en termes d'investissement et en termes de sécurité dans le temps. Le Maroc, il a cette position géopolitique, géographique et géostratégique qui est fort intéressante
parce qu'il est en face d'un côté des Amériques et de l'autre côté de l'Europe. Cette position vous lui confère une sécurité à toute épreuve. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que ni les Européens, ni les Européens, ni les Américains ne pourront en aucun cas laisser un régime qui est inconvenable de quelque nature que ce soit qui peut s'installer à cet endroit. Et on n'en a pas besoin parce que nous avons notre monarchie constitutionnelle qui est là depuis des siècles et des siècles. Donc, sur un autre plan, sur le plan, je dirais, industrialo-économique, le Maroc a lancé dernièrement 2 satellites en partenariat avec la France, 2 satellites d'observation et de communication. Le Maroc s'est lancé du temps de Hassan II sur le plan de comment dirais-je, de l'indépendance alimentaire avec la construction de plus de 40 barrages dans l'eau dont on parlait tout à l'heure, donc il fallait le maîtriser. Donc aujourd'hui, le Maroc, sur le plan agriculture, n'a aucun problème, donc il a une satisfaction interne suffisante et même il exporte dans le monde entier, que ce soit en Russie, en Europe ou même aux États-Unis, un certain nombre de produits d'olive ou d'huile d'olive ou d'agrumes ou de tomates ou autres produits agriculteurs issus de l'agriculture. Le Maroc s'est lancé dernièrement dans le renouvellement de l'énergie renouvelable avec une plateforme qui se trouve du côté de Ouarzazate, qui aujourd'hui produit pas loin de 6 mégawatts en termes de production électrique, ce qui représente à peu près 52% de la consommation marocaine. C'est assez important. Le Maroc s'est lancé dernièrement, sur une zone, là je parle du sud, là je remonte vers le nord, vers la Méditerranée, avec le projet de Tangemed et l'installation d'une zone industrielle à proximité de presque 4000 hectares sur lequel il y a plus de 1000 entreprises qui emploient plus de 80 000 salariés dans le domaine de l'automobile, de la logistique, du textile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que nous sommes dans la région du Nord et j'ai publié sur notre page WhatsApp dernièrement un classement qui a été fait par Intelligence FDJ sur l'analyse de plus d'une centaine de plateformes, de plateformes économiques. Le Maroc cette plateforme se positionne en 2e position par son excellence et par sa capacité de production et sa capacité de proximité avec l'Europe et, comme je l'ai dit, avec les libres-échanges avec l'Amérique, ce qui fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont implantées à cet endroit-là. Donc, vous voyez bien que là, le Maroc, il jouit d'une certaine, je dirais, indépendance, indépendance que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, comment dirais-je, le poids ou la parole du Maroc, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan du monde arabe, voire d'autres régions du monde, la parole du Maroc, elle est respectée. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire que on va aller, encore une fois, avec un schéma de pensée, on va aller vers un pays, vers l'Afrique, donc l'Afrique, ils ne comprennent rien, l'Afrique, c'est machin. Il faut sortir de ce schéma-là et de dire, là, on a un partenariat à créer, un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat dans le respect, avec l'éthique et tout ce qui en suit pour être à la hauteur de nos attentes. Enfin, nos attentes en interne et les attentes de nos partenaires de l'autre côté de la Méditerranée.
Alors, notre projet au Maroc se situe dans le nord du Maroc. Et là, je demande à Alain s'il veut bien pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc et qui puissent voir exactement à quel endroit nous positionnons dans cette région-là. Vous voyez le Tangimed, vous avez la Tanger et vous avez Ouazzane, le point rouge qui se trouve à quelques kilomètres de Tanger, de cette région qui est aujourd'hui devenue une des zones les plus importantes et les plus influentes sur le plan économique par rapport au projet de Tangimed qui se trouve à cet endroit-là. Donc, Ouazzane et cette région est une région d'une qualité naturelle extraordinaire. Si vous voyez bien, les zones bleues, ce sont tous des barrages d'eau. Donc, ça veut dire que c'est une région qui regorge d'eau naturelle avec plein de barrages, plein de forêts. C'est un arbre de paix parce que c'est une région qui a gardé sa virginité en termes industriels, sa virginité en termes de pollution et ainsi de suite. Et notre projet, tel qu'on l'imagine, peut, à cet endroit-là, il aura un label extraordinaire parce que la région, il faut la préserver telle qu'elle est avant qu'elle soit complètement polluée par des industries autres que celles que nous voulons mettre. D'autant plus que cette zone-là, comme vous le voyez, elle est à proximité de Tangimed en haut. Donc ça, pour notre projet que nous sommes en train de mettre, ça va être parfaitement, répondre parfaitement aux besoins de tourisme vert, d'économie verte, de tourisme, d'économie circulaire, locale et ainsi de suite, mais en même temps, un arrière-pays pour toute cette zone industrielle du Nord, avec plus de 1000 entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80 000, ça ne fait que commencer d'ailleurs, 80 000 emplois, sachant que dans cette région-là, on n'en parle pas encore, mais il y a eu un accord entre le Maroc et la Chine sur la création d'une ville orientée complètement, comment dirais-je, nouvelle technologie de l'information qui va être installée. Le coût de l'investissement, plus de 11 milliards de dollars qui sont prévus sur la ville qui s'appellera Mohamed VI Technologies. Mon cher ami, mon cher ami, puis-je te dire que M. Lamarck est arrivé parmi nous? C'est la première chose. C'est très bien, comme ça va nous permettre d'enchaîner avec M. Lamarck. De continuer avec Lamarck. Et deuxièmement, je voulais, moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai cherché, mais je veux remercier M. Tamim Malek qui, jusqu'à présent, a été notre maillon de réunion entre justement le Maroc, c'est-à-dire l'administration marocaine, et notre association. Je te donne merci. à nouveau la parole pour que tu la rendes aux différentes commissions. Avec grand plaisir. Donc, je demande à notre ami Alain de me donner le slide qui suit derrière, s'il te plaît. Le slide, Alain, tu es là? Voilà. Alors ça, c'est le projet que nous souhaitons mettre en place qui se compose par, on va dire, deux leviers. Il y a un premier levier qui est un levier orienté tourisme et culture et un deuxième levier qui est orienté formation, recherche et développement et implantation d'une technopole pour, on en parlera par la suite sur cette technopole. Ce que vous voyez devant vous, c'est le lac de Boudara qui fait à peu près 18 hectares de surface, sur lequel nous sommes partis sur un certain nombre de projets qui répondent aux besoins
de la région d'abord en termes de tourisme, parce que, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, sur le plan de la map du Maroc, la région de Ouazzane, elle est à l'entrée, donc après Tanger, elle est à l'entrée du Maroc, donc à l'entrée et à la sortie, bien entendu. Donc, et on voulait préserver la nature telle qu'elle est avec un projet qui va être inscrit avec beaucoup de respect de la nature, sans toucher, sans vraiment casser la nature elle-même. Donc, c'est un projet assez intéressant. Alors, ce que vous voyez sur ce qui est un planton qui traverse tout le lac de bord en bord, et puis vous avez l'hôtel 5 étoiles qui est sur le lac. Vous avez d'un côté, sur forme circulaire, le centre commercial avec le centre de jeunesse qui est juste à proximité. Vous voyez, vous avez le centre de jeunesse qui est juste à proximité. Vous avez aussi à l'autre extrémité un chalet, enfin un hôtel chalet, et vous avez un certain nombre, là aussi, la formation professionnelle, le centre de formation, vous avez l'aquaponie, et vous avez les fermes pédagogiques qui sont aux alentours. Et nous n'avons pas tout mis sur cette image-là. Il manque encore un espace caravaning. Il manque aussi un espace comment dirais-je, de formation, enfin non, pas de formation, L'université oui, du métier de la terre. Non, l'université de métier de la terre, elle est là. Ce qui n'apparaît pas sur un amphithéâtre pour les réunions et pour un amphithéâtre de 500 à 600 places qui peut accueillir des grandes réunions, des séminaires et des grandes réunions futures. Alors, pour mettre ce projet-là en place, nous avons mis en place comment on appelle ça, un comité de pilotage qui est, Alain, s'il te plaît, le slide qui va avec. Voilà. Alors, le ça slide. prend juste quelques instants. Je partage avec un autre écran. D'accord. On va laisser à notre ami Alain le temps de nous mettre le slide en place. Alors, pour la réalisation de ce projet-là, donc nous sommes partis sur l'analyse, la mise en place d'une plateforme de comité de pilotage. Ce comité de pilotage va être constitué d'abord, principalement de tout le bureau de l'association, bien entendu, le président, le trésorier adjoint, les vice-présidents, le secrétariat, tout le staff du bureau. Il doit être intégré dans cette plateforme. En plus de ça, on aura besoin d'une ligne transversale. Ça veut dire que tout ce qui est commun à l'ensemble des projets, à savoir le juridique, le financier, les ressources humaines, les DSI, la sécurité, la promotion et la communication. Et nous avons mis en place un tripier qui répond parfaitement aux besoins en termes de réalisation de ce projet-là. Le premier volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier levier, c'est le tourisme et culture. Le deuxième levier, c'est la formation. Et la formation et la technique, le troisième pilier de ce projet-là, la technique qui va être comment dirais-je, la cheville ouvrière de l'ensemble du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un tripier. On a deux leviers, le levier tourisme et culture, et de l'autre côté, nous avons la formation et formation qualifiante, diplômante et recherche et développement, et le technique derrière qui est la base de toute la réalisation de ce projet-là.
Donc, je vous invite, pourquoi je vous ai mis ce projet-là? Parce que ce schéma-là, pour vous inviter à vous inscrire tous ceux qui souhaitent participer avec nous à la réalisation de ce projet, de se mettre en contact avec les référents de chaque commission, à savoir pour la commission technique, notre ami Philippe Lamarque, pour la commission formation, Alain Aboukinan, et pour la commission tourisme et culture, nous avons deux référents à partager. Abel Chabli, qui est un homme d'abord qui connaît parfaitement la région de Ouazzane, issu de cette région-là, et aussi un grand journaliste dans le domaine du tourisme, installé à Paris, et ainsi de suite. Et nous avons notre ami Farid Haoudi, qui est un ingénieur de formation, originaire aussi de la région, pas de Ouazzane, mais juste à proximité de Ouazzane. Il est aussi installé à Paris du côté de Nancy. Et nous avons choisi ces personnes-là parce qu'ils connaissent parfaitement la région, ils connaissent parfaitement la culture de cette région-là pour qu'ils puissent nous alimenter avec leur savoir et leur connaissance de la région et de ce qu'on peut trouver dans cette région-là. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais passer la parole à chacun d'eux qui va vous donner envie de participer avec nous à ce projet-là et de trouver votre place parmi nous par rapport à votre savoir-faire, par rapport à votre technique. Alors, avant de passer la parole à l'ensemble de ces trépieds, donc Philippe Lamarque, Alain Aboukinan et Abel Chabi, il y a la partie en haut, si tu peux remonter un petit peu Alain, s'il te plaît, la partie au département, enfin ce qu'il a mis département, à savoir la partie commune, ce que j'appelle la partie transversale, le juridique, le financier, les ressources humaines. Là aussi, nous avons des besoins, promotion et communication. Nous avons des besoins de compétences et de savoir. Nous vous invitons là aussi, si vous ne trouvez pas votre place dans la partie technique en bas, vous pouvez la trouver dans la partie commune en haut. Voilà. Est-ce que Philippe est parmi nous? Est-ce que tu peux prendre la parole, Philippe? J'aimerais ajouter un mot, chers amis. Tout à l'heure, j'avais une petite fille sur mes genoux, je ne pouvais pas m'exprimer, mais j'aimerais vous dire bonsoir à tous. Ça fait quelque temps que je n'ai pas été en contact avec vous, mais je rends hommage au travail qui a été fait par chacun de mes camarades, par notre président, par Asdine et par tous nos camarades. Et à l'écoute de tout ce qui s'est dit depuis le début de cette réunion, je souligne encore le caractère particulier d'une entreprise sur deux continents à travers la Méditerranée. Ce caractère particulier, il relève de données géopolitiques, et cette géopolitique, comme le pouvoir en général, n'aime pas le vide. Nous inscrivons dans une démarche main dans la main avec nos amis, nos frères marocains. Ce pays que j'aime et que je connais depuis longtemps est un phare de civilisation dans le monde musulman et un exemple de modernité et de progrès économique et culturel. Et aujourd'hui, c'est précisément une démarche telle que la nôtre, main dans la main avec nos amis marocains, dans le respect absolu des institutions du Maroc, dans le respect absolu du partenariat qu'il faut mettre en avant. Quand je disais que le pouvoir ou la géopolitique n'aime pas le vide, c'est que n'oublions jamais que, nonobstant le passé colonial entre la France et le Maroc, entre la France et d'autres pays, il y a une amitié réelle, il y a une fraternité réelle. À la porte du pouvoir, à la porte de la géopolitique de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, se trouvent les Chinois et nos amis américains avec lesquels nous conversons régulièrement. Mais il faut penser que c'est ce partenariat de frères, de cousins, de gens qui se connaissent depuis très longtemps, qui peut sortir ce monde qui est le nôtre de l'ornière du désastre écologique et de l'ornière de la mésentente et du manque de dialogue. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Et j'insiste sur le fait que cette démarche doit être dans une attitude proactive de fraternité et de respect absolu, non seulement des cultures, mais également des institutions de nos partenaires. Et aujourd'hui, nous avons la chance de traiter avec le Royaume du Maroc, qui est un État remarquable et qui, depuis l'époque du roi Hassan II, que j'ai connu en tant qu'adolescent pour avoir beaucoup voyagé là-bas, le Maroc se propulse à la tête du continent africain depuis plusieurs années. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter et je laisse la parole. Merci David, merci mon ami. Philippe, est-ce que tu es prêt? Vous m'entendez? Oui, en Oui. entendant. Bonsoir à tous, merci. On ne te voit pas. Oui, alors j'ai une bande passante très faible, d'ailleurs j'ai été coupé à plusieurs reprises. C'est pour ça que je ne mets pas la vidéo. Je vous prie de m'en excuser pour que la bande passante supporte la totalité de mes paroles, de mes propos. Et je remercie David de ce propos introductif parce que c'est sur ce volet-là que j'aimerais intervenir. Effectivement, le projet, bien évidemment, qu'il a une vocation matérielle et économique, mais il a aussi une vocation spirituelle. L'écologie que nous développons dans ce projet, elle n'est pas qu'une écologie de greenwashing, c'est une vraie écologie spirituelle. C'est comme ça qu'on a abordé les concepts du projet. Il faut se rappeler que Ouézane est quand même une patrie, une ville sacrée, patrie du soufisme. Et à ce titre-là, il y a un patrimoine spirituel dont il était bon de tenir compte. Alors, le projet en lui-même, il se développe, comme l'a dit Asdine, sur et autour du lac, sous la forme de construction que l'on appelle palafite, c'est-à-dire sur pilotis. Il y a plusieurs systèmes de pilotis, mais en tout cas qui permettent d'avoir un impact sur le terrain qui est à minima. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, les chances que l'on donnera au projet, on peut complètement déposer les installations construites et rendre à la nature la totalité de ce territoire. Et c'est ça l'intérêt de ce type de construction palafite. Que ce soit l'hôtel qui est posé à même le lac avec un pied évidemment sur la berge, que ce soit les centres de formation, l'université, tout est posé donc sur pilotis, que ce soit les résidences ou les commerces, tout est posé sur pilotis, sur la forme de plateforme, de manière à avoir un impact minimal sur le terrain et sur le lac. La totalité ensuite des constructions se font avec des matériaux que l'on prétend être locaux, avec des techniques ancestrales qui mêlent la terre et le chanvre. Le chanvre est de production, peut-être de production locale. Le chanvre qu'on utilise, c'est la chènevotte, le bois du chanvre. Et la terre, évidemment, c'est une conception tout à fait du territoire. Donc, mêler les deux matériaux, ça permet d'avoir des matériaux qui ont une très très bonne inertie aux chaleurs d'été, mais l'adjuvant du chanvre permet aussi d'avoir une isolation d'hiver et un confort thermique constant dans le bâtiment. On a utilisé ces techniques-là en Australie. C'est le ministre de l'écologie australien qui a construit avec nous il y a 2 ans donc un village dans le désert australien. Il fait 42 degrés à l'extérieur, il fait 24 degrés. On continue dans le bâtiment sans climatisation. Et on a la même chose évidemment en hiver avec des constantes thermiques qui sont impressionnantes. Donc l'idée c'est de fabriquer ces matériaux sous la forme de briques de manière à ce que ce soit une technologie complètement assimilable par l'industrie locale, avec une unité de production dans les 50 km à la ronde. Donc des matériaux locaux avec ce qu'on appelle un épanelage, c'est-à-dire une hauteur construite relativement faible de R+1, c'est-à-dire 2 niveaux maximum, de manière à ce que là aussi, ça n'intègre pas d'ingénierie trop complexe dans la réalisation. La seule ingénierie complexe qui sera prise en charge par la ville et la région, c'est évidemment ce ponton flottant qui nécessite évidemment un savoir-faire qu'il va
va falloir partager. Mais nous avons les techniciens qui savent maîtriser ce type de technique-là. La totalité de l'énergie sera produite également localement avec et de l'énergie géothermique et de l'énergie éolienne et évidemment de l'énergie solaire, de manière à avoir une proportion d'énergie propre la plus grande possible. Et l'assainissement, pour terminer, l'assainissement se fera en jardin d'assainissement en phytosanitaire. Vous avez énormément de plantes qui acceptent évidemment les rejets d'effluents, qui les traitent en totalité, avec un rejet sur la nature à 1% de pollution seulement, ce que ne sait pas faire la majorité de nos industries aujourd'hui avec Veolia, qui traitent en chimique, avec des rejets sur la nature qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, on sait le faire en phytosanitaire, ce sont des techniques qui sont éprouvées. Vous avez de grands bassins phytosanitaires en Chine aujourd'hui qui sont réalisés par les Français. On peut tout à fait adapter ces techniques-là avec des plantes locales qui permettront d'avoir là aussi un rejet sur le lac de manière tout à fait épurée. Voilà un petit peu le caractère du projet. Donc, une version d'éco-construction, d'éco-urbanisme tout à fait assumée, qui va plus loin que les éco-quartiers que l'on connaît aujourd'hui en Europe, qui sont plutôt du greenwashing. Là, on va beaucoup plus loin. Le Maroc sait faire ça, toute la péninsule aussi. On a des partenaires qui pourront tout à fait nous aider à réaliser ce type de projet avec des émissions écologiques très importantes. Voilà, j'ai dit sur Nous te remercions. Nous te remercions, Philippe. J'ajouterai, pour que l'on comprenne bien, que la densité de population de la région est assez faible et que donc nous avions besoin d'argent exogène, et ce tourisme que nous créons peut apporter à la région le début de cet argent exogène qui permettra le lancement de cette opération, laquelle sera faite avec les éléments de la région, mais aussi les hommes de la région. C'est-à-dire que nous ne prenons que les hommes sur la région. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Maintenant, Monsieur Alain Aboukinan. Oui. Sur la formation, je vous annonce que nous venons de faire un nouvel adhérent qui est, comme je te l'ai annoncé, une association de professeurs d'IUT, une vingtaine de professeurs qui sont en SAS et qui sont prêts à nous aider. Merci. Merci pour cette introduction, Louis. Donc, eh bien, j'aurai plaisir à poursuivre l'échange de ce soir, déjà pour plusieurs raisons, puisque comme certains et certaines l'ont déjà énoncé, eh bien, ce lien entre l'Afrique et l'Europe se fait naturellement par les origines des uns et des autres. Eh bien, j'ai cette chance, en fait, d'avoir cette double nationalité franco-marocaine par mon père du Maroc et ma mère de la France, ce qui me fait vraiment, depuis l'enfance, eh bien, connaître ces doubles racines et pouvoir y puiser de nombreuses choses. En particulier, comprendre les différences de culture et de ces différences, les transformer en une richesse. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une période de temps un peu singulière où les cultures ont plutôt mise dans une forme de confrontation, alors que l'éducation devrait bien au contraire permettre de tirer leçon et de voir que l'enrichissement se fait par la différence des uns et des autres. Donc, puisqu'il m'est accordé de pouvoir interagir sur l'enseignement, eh bien, cet enseignement que l'on mettra en place avec l'ensemble de l'équipe va avoir cette vocation de transmettre des savoirs valeureux au bénéfice de tous, pas juste d'un groupe ou plus juste d'un ensemble de quelques personnes, mais vraiment de chercher à unir dans un savoir et dans une joie du partage de ce savoir. Donc, le savoir est un bien commun. Ce bien commun, on va y travailler. Le vivant nous enseigne bien avant même qu'on en ait pris conscience. Et c'est là où on va chercher à comprendre et découvrir comment ce vivant
eh bien, pourra être vivant en nous par nos savoirs partagés. Donc, l'idée n'est pas de considérer que le passé est la seule réponse au futur, et de plutôt chercher à voir comment, dans des bonnes pratiques qui peuvent se partager, eh bien, comment est-ce que les uns peuvent se faire écho, et donc les différentes approches que l'on va avoir vis-à-vis du savoir iront en ce sens. Donc, peut-être pour me présenter un tout petit peu plus, pourquoi est-ce que l'enseignement est à ce point-là prépondérant pour moi? Puisque c'est vrai que bah, j'ai dû quitter l'école assez tôt, mais il m'a été possible de pouvoir m'auto-former et tirer leçon de nombreuses approches de l'éducation et des différents modèles éducatifs qui peuvent exister. Au point qu'aujourd'hui, eh bien, j'enseigne dans plusieurs départements universitaires de nombreuses matières, ce qui me permet de comprendre comment les principes de transmission et d'éducation sont à ce point importants. Donc, on travaille de plus en plus sur des éducations qu'on va qualifier inversées, ces classes inversées qui vont permettre de mettre au cœur l'apprenant au profit donc d'une expérimentation et d'une découverte pour que les uns et les autres puissent tirer profit du savoir et des connaissances. Donc, ce que je vous propose, c'est en 2 slides, c'est de peut-être vous donner… Ah, excusez-moi, j'ai l'air d'avoir… Alors, excusez-moi. Alors, il y a eu un petit couac informatique. Ah, c'est ça quand on est sur du… Alors, excusez-moi. Donc, les 2 slides que je souhaitais vous présenter ne sont plus présents. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très brièvement, dans ce cas-là, puisque les slides ne sont plus là, ce que je souhaite échanger avec vous, c'est 2 choses. L'éducation, elle se concrétise par plusieurs supports. Ces différents supports sont les suivants. Ah, excusez-moi, j'essaye de… Si j'arrive à la retrouver une dernière fois. Ben, désolé, C'est la dernière. je devrais faire ça. Après, tu parles. Tu t'exprimes très bien, tu peux parler. Eh bien, je vais m'exprimer sans slide. Alors, ce qui est important à concevoir, c'est que l'éducation, comme elle est au cœur du processus, nous l'avons établie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont abandonné les études depuis leur tendre enfance, ou qui peut-être n'y ont jamais eu accès, que ce soit des jeunes, que ce soit des mères, que ce soit des femmes au foyer, que ce soit des personnes peut-être d'un certain âge qui ont le souhait de découvrir d'autres façons de subvenir à leurs besoins. Eh bien, nous allons prendre tous ces acteurs pour les former, même sur des métiers opérationnels. De cette formation opérationnelle, on va avoir une réflexion sur comment transformer des gens qui sont déjà formés à d'autres métiers sur lesquels ils n'ont peut-être pas été orientés. Puisque le vivant, l'éducation au vivant va nécessiter qu'on réfléchisse autrement l'approche que l'on a vis-à-vis de cette économie. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, un nouveau segment de marché se développe, puisqu'on a eu le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Vraisemblablement, on rentre dans l'époque dite du quaternaire, où la data et l'intelligence sont aujourd'hui de mise, puisqu'on a l'avènement de ce qu'on appelle les cols gris, donc qui va être au détriment des cols bleus et des cols blancs. Eh bien, toute cette approche de l'intelligence, eh bien, il va falloir la structurer de manière à ce qu'on n'ait pas de laisser pour compte. Et cette approche de n'avoir aucun laissé pour compte, c'est de se dire que l'ensemble de ces différents secteurs nécessitent une main-d'œuvre qui soit adaptée à des nouvelles exigences tout en respectant notre environnement et le vivant. Et c'est vraiment dans cette optique-là que l'approche de l'enseignement va être faite pour que l'on soit avec des gens peu ou pas diplômés, avec des personnes qui ont été diplômées, mais peut-être dans des secteurs d'activité qui ne sont plus pleinement au goût du jour aujourd'hui, et aller vers après des diplômés de haut niveau, eh bien, on va former donc à différentes strates, donc des personnes de différentes couches sociales. Et l'idée va être de pouvoir proposer que cet espace devienne un pôle d'attraction international et non pas juste local, pour qu'on attire des compétences, des savoirs, des sachants, des apprenants, et que l'on puisse créer donc cette synergie
entre des communautés qui vont être très largement donc enrichies les unes par rapport aux autres. Donc l'idée va être de créer de cet espace sur Wezan, donc un pôle de compétences, un pôle d'excellence et faciliter l'émergence de nouvelles formes d'entreprises. On pourrait peut-être avoir des startups qui se mettraient en place et dans cette logique de pôle de compétences, voir comment le vivant peut devenir réellement un élément fondateur à toute cette progression du savoir et des compétences. Donc, eh bien, je laisse la parole peut-être à notre interlocuteur suivant, que je pense que Abel, c'est peut-être à Abel que Je ne donc, sais la parole pas se si Abel veut prendre la parole. Merci Alain de ton intervention. Je t'en prie. J'aimerais tout de même ajouter une chose, c'est que nous sommes dans une région extrêmement riche en végétaux, en herbes, et il est bien évident que la recherche sur la phytothérapie vient en premier plan, puisque la nature nous l'offre. Oui, effectivement. Merci de l'avoir mentionné, cher Louis, car même si je n'ai pas ma photo, je suis bien présente à tes côtés sur ce plan-là. Merci. Merci Bénédicte. Il ne faut pas oublier que dans la région, on a numéré pas loin de 762 plantes différentes qui ne demandent qu'à être analysées et travaillées. C'est pour ça que la recherche et développement dans ce domaine-là est nécessaire. Donc, le troisième commission, qui est la commission tourisme et culture, est-ce que notre ami Abdel, il est là? Est-ce qu'il veut prendre la parole ou pas? Abdel, il est là, enfin je le vois, mais apparemment il n'est pas connecté ou il ne doit pas être à côté de son ordinateur. Oui, alors je reviens donc vers... Là, tout à l'heure, vous avez vu la réalisation, le comité de pilotage avec les 3 commissions que nous avons constituées, plus le transversal qui est la partie commune à l'ensemble du projet. Je voulais juste vous donner, grosso modo, la réalisation de ce projet-là. Alors, on imagine à peu près 4 à 5 phases de réalisation. Notre ami. Alors, voilà. Donc, nous sommes actuellement en termes de le pré-phasage, ça veut dire cette réunion, entre autres, c'est la phase de préparation, de recherche de compétences, de recherche d'experts et ainsi de suite. La deuxième phase, qui est une phase d'études, de réalisation des études, nous avons pas loin d'une quinzaine d'études diverses et variées, que ce soit sur le plan géologique, que ce soit sur le plan de l'air, du soleil, de la forêt, que ce soit sur le plan architectural, que ce soit sur le plan aménagement et ainsi de suite. Donc nous avons à peu près une quinzaine d'études à réaliser. La phase numéro 2, qui sera la recherche de partenaires qui vont, une fois cette première partie d'études est réalisée, donc on va commencer à cerner le zonage et comment dirais-je, chaque projet, il va être détecté, il va être mis en place et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, nous allons commencer la négociation et la recherche de partenaires pour ces projets-là, pour ces différents projets au sein du projet, à l'intérieur du projet, que ce soit le centre commercial, que ce soit l'hôtel 5 étoiles, que ce soit l'hôtel chalet, que ce soit l'université ou le centre de recherche ou le centre de jeunesse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est recherche de partenaires. Troisième phase, qui va être la labellisation des partenaires qui vont rentrer avec nous sur la réalisation du projet. Donc tout ce qui va être sous-traitant, entreprise de bâtiments, de réalisation de divers et variés, donc la labellisation. La quatrième partie, qui va être la partie construction et mise en place de ce projet-là. Et la dernière, c'est la partie exploitation. Voilà.
Donc, les différents phasages que nous imaginons pour la réalisation de ce projet-là, il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a fait une évaluation du projet en termes financiers? Il y a 35 000 mètres carrés de à peu près construire, 35 000 mètres carrés à construire, 35 à plus 40 000 les mètres carrés. infrastructures. Voilà, plus les infrastructures. Plus les infrastructures. Si c'était en Europe, je vous dirais que c'était aux environs de 1 milliard. Voilà. Combien? 1 milliard. Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Très bien. Voilà. Donc, qui dit mieux? Vous m'entendez? Qui dit mieux? Alors, voilà les différents Abdel phasages. Chibi. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est notre ami Abel Chabi qui veut nous... Je te demande d'être assez court parce que maintenant nous sommes à plus de 1h15. Voilà. Abel, tu as la parole, mais essaye d'être concis. Très court, ne t'inquiète pas. Bon, d'abord, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Il ne me reste pas grand-chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit par Asdin. Il a fait tout le travail et il a donné tout ce qu'il fallait donner sur le Maroc, sur la région. Je voudrais d'abord remercier tout le monde et surtout remercier deux personnes. Deux personnes peut-être qu'on ne voit pas, mais qui font tout le boulot, tout le travail dans la région d'ici à Ouazzane. D'abord, Tami Malek et Nordin Ben Ali, qui est le président de la commission finance dans la commune d'Ouazzane et vice-président du conseil régional de la ville d'Ouazzane. Ils font un travail magnifique et ils font tout pour que ce projet aboutisse à cette ville. Ouazzane, c'est quoi d'abord? Ouazzane, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouazzane, c'est le point stratégique du nord du Maroc. Il n'est séparé de 3 aéroports internationaux, Fès, Rabat, Tanger, qu'à peu près de 2 heures de voiture. La région, c'est quoi? C'est vraiment montagne, rivière, lac, 2 grands barrages, les plus grands du Maroc, qui sont à peu près le premier à une 15aine de kilomètres, qui est Wad el-Makhazin, et l'autre à une 40aine de kilomètres, qui est Sad el-Wahda. Ouazzane est connu par 2 produits donc, cultivés au Maroc. L'olivier, c'est l'une des régions les plus extraordinaires par rapport à l'olivier. Et bien sûr, les figuiers. Donc, le figuier. Ouazzane, c'est une ville ancienne, traditionnelle, fait partie des villes des Médinas et du Forum international des Médinas. D'ailleurs, son 4e congrès et édition a été organisé à Ouazzane le 6, le 7, 8 mai en 2015. C'était sous le nom des Médinas, carrefour, civilisation et espace du tourisme spirituel dans la région. Ce projet, qui pour moi, qui est l'un des projets les plus extraordinaires. Pourquoi? Je ne suis pas uniquement que de Ouazzane, marocain, franco-marocain, mais journaliste, mais surtout délégué de la Fédération internationale du tourisme et correspondant de l'Organisation internationale du tourisme. J'en ai vu pendant des années des projets, mais un projet de cette taille, un projet de ce que veut faire MMA au Maroc est l'un des projets les plus extraordinaires. Nous pensons, et je crois sincèrement, que si ce projet, et il faut que ce projet aboutisse, et il faut que ce projet arrive à terme, et il faut qu'on arrive à le faire, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire à cette région, cette province de Ouazzane, qui regroupe à peu près 17 communes. La région de Ouazzane couvre à peu près 350 000 habitants, avec ces 17 communes. Mais malheureusement,
il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail, il n'y a que l'agriculture. Donc on ne peut rien faire dans cette ville à part du tourisme. Ce tourisme qui pour moi va donner, qui va sauver non pas uniquement la région d'Ouessane, mais toute la région du Nord, va sauver l'écologie, va sauver nos rivières, va tout sauver dans le Nord, dans la région d'Ouessane. Bravo. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui... Oui, non, mais vas-y, continue, continue si tu veux. Merci Voilà. beaucoup, Abel. Bah, avec plaisir, mon ami. Ce que je veux dire, c'est que Ouessane, quand même, historiquement, est l'une des villes où vont passer les Andalous. C'était la route de l'Andalousie. Au moment où les Juifs séfarades qui ont quitté l'Espagne après les massacres en Andalousie et sont arrivés dans cette région, à Ouessane, avant d'aller sur Fès et avant de s'installer ailleurs. Donc nous comptons beaucoup sur ce projet. Ce projet, il est magnifique, il est extraordinaire. Nous donnerons notre sang, notre vie s'il le faut, pour que ce projet aboutisse. Te remercions. Oui. Et je voudrais rebondir sur ce que dit Abel, si notre président, M. Louis Bachou, me le permet. Naturellement, Rachid. Ne demande pas l'autorisation. Oui, mes amis, il y a quelques mois, quand nous avons démarré, j'avais eu une discussion et donc notre député Salima Yenbou m'avait dit extraordinaire projet, nous avions compris qu'est-ce que ça voulait dire aussi la ville durable, avec toutes les problématiques que ça pose aujourd'hui, de bâtir les conditions d'un partenariat et d'une coopération euro-méditerranéenne. Et si le monde aujourd'hui est marqué par les désordres, c'est-à-dire que cette mondialisation, ce monde qui était plein de promesses, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des bouleversements à l'œuvre et qui fait que ces promesses aujourd'hui, nous assistons à une accélération de ce monde qui est aussi porteuse de menaces. Et je pense que si on veut véritablement donner du corps et du sens à un projet tel que celui-là, il y a urgence et nécessité à réfléchir à de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire à produire de la pensée. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez fait la preuve qu'Emma vient de rentrer dans le monde de la pensée. Parce que on parle d'un projet, mais en même temps, autour de ce projet, il y a une véritable pensée du monde nouveau qui doit s'imposer à l'humanité. Et je voudrais citer un philosophe qui s'appelle Sénèque, qui disait « Aucun vent n'est bon quand on ne sait vers quel port on navigue ». Je pense que l'espace Euromed-Afrique doit permettre que s'instaure de l'échange, du débat, de la confrontation d'idées et que s'élabore une pensée nouvelle au service de l'harmonie du vivant. C'est une discussion que j'avais eue avec Salima et c'est vrai que ce Covid a créé un désordre et nous devions organiser une fois par mois un dîner où nous inviterions un certain nombre d'acteurs, de financiers, d'intellectuels, de penseurs, de politiques autour d'un débat avec un invité, que ce soit du monde philosophique, économique, intellectuel, pour donner une résonance à notre projet et pour lui permettre d'élargir son champ d'action et qu'on puisse irriguer un petit peu tous les courants, les médias, les courants de pensée, etc., qui comprennent qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Abel, avec beaucoup d'émotion, il a dit c'est extraordinaire, il a dit, mais ce projet, c'est un projet extraordinaire pour la région d'Ouessane, pour le Maroc. Moi, je vais plus loin que ça. Aujourd'hui, nous avons quand même un continent, et j'ose le mot, excusez-moi, je ne veux pas, un continent prédateur qui s'appelle la Chine. Et aujourd'hui,
eux proposent un modèle économique, un modèle de construction qui n'est pas viable pour le continent africain, qui n'est pas viable pour le monde. Eh bien, nous avons des choses à dire. Et je dis que l'espace Euromed Afrique a des choses à dire au monde quand on voit qu'il y a urgence à prendre en compte la vulnérabilité, la fragilité de l'être humain, des êtres vivants. Et c'est une manière pour nous de remettre l'éthique du prendre soin de la nature, ou en tout cas l'éthique de la responsabilité. Je pense que ce soir, et je vous dis, il y a énormément d'experts qui ne demandent qu'à venir participer à nos rencontres. Il y a énormément de gens qui ont envie d'investir et qui pourraient venir à nos rencontres. Eh bien maintenant, il faut structurer un noyau qui permettra une fois par mois, là, pendant cette période du Covid, nous ne pouvons pas être dans une relation réelle et s'impose à nous cette relation virtuelle. Eh bien, il faut l'utiliser pour produire de la pensée, écrire, irriguer, pour donner du corps et du sens. Et je suis sûr que le Maroc, à travers un projet comme celui-là, déjà que le Maroc, c'est un phare pour l'Afrique, pour le monde, je pense qu'avec un projet comme celui-là, on pourra irriguer et rayonner encore plus. Donc, je pense qu'il faut, ce soir, nous avons démontré, nous avons fait la démonstration que nous sommes un laboratoire d'idées, de réflexion, d'intelligence. Et maintenant, eh bien, il faut le traduire en actes pour répondre à ce que disait notre ami Abel et répondre aussi à la demande de notre député qui voit la nécessité de comprendre en quoi l'Europe, le Maghreb, l'Afrique peuvent jouer gagnant-gagnant, repenser la coopération dans un esprit de confiance partagée en mobilisant les sociétés civiles. Je crois que c'est tout nouveau parce que les autres think tanks sont au service d'intérêts financiers, etc. Et là, on peut être au service de l'intérêt des peuples. Voilà, j'ai été très long, excusez-moi, mais je voulais vous dire ça. Merci Rachid. Merci Rachid. Merci. Monsieur le Président, vous allez donner la parole aux gens ou Oui, absolument, j'attends les questions. On va vous donner la parole. Je voudrais juste terminer. Oui, mais voilà, rapide, je peux vous dire parce que le temps passe vite. Voilà, c'est juste pour dire, depuis le problème de Corona, le Maroc traverse une année très difficile. Ce n'est même pas une année blanche, mais c'est une année noire. Pendant un mois, j'ai parcouru le Maroc. J'en ai visité des centaines et des centaines d'hôteliers, des établissements. On est à 80% des hôtels qui sont fermés. Mais là, on entend partout des gens parler. Les gens aiment la France. Les hôteliers aiment les Français, aiment l'Europe. L'amitié marocaine avec tous les peuples européens n'a pas de limite. Nous attendons avec impatience ce projet pour le Maroc, pour Ouazzane, pour toute la région. Nous vous demandons de tout faire pour que ce projet aboutisse. Et nous sommes là et nous ferons tout notre maximum d'être avec vous, d'aider et d'être là. Merci à vous tous. Je te remercie, Abel Chibi. Je te remercie vivement. Je vois d'ailleurs Monsieur Malek qui est arrivé. Et Tami Malek, je lui dis, et je le remercie, car c'est lui qui est en train d'organiser notre voyage à Philippe Lamarck, Asdine et moi-même pour que nous allions enfin sur place pour conclure. Car avec la Covid qui est rentrée dans le dialogue, nous n'avons plus eu de dialogue, mais uniquement des échanges qui n'ont pas donné assez de
valeur à notre demande d'aller plus vite. Donc, nous allons le faire. Aujourd'hui, je dois remercier aussi M. Tullio, qui est là, parmi nous, et qui nous amènera très certainement des financiers, car aujourd'hui, nous devons commencer, vous l'avez bien compris, par investir dans quoi? Dans les matériaux biosourcés, car il faut fabriquer d'abord les matériaux avant de construire. Et cela demande du temps. C'est la formation, d'abord l'espace, la construction du hangar et ensuite la fabrication des matériaux. Ceci est très nécessaire et je me tourne vers vous. Si vous avez des idées, profitez-en, venez à nous. Sur le plan spirituel, il était bien évident que si le monde occidental souffre, il souffre d'un manque de spiritualité. Et il en souffre fortement. C'est d'ailleurs pour ça que l'incompréhension vient très rapidement entre les différents types de civilisations. Mais nous allons, par notre exemple, montrer que ceci est simplement un épiphénomène et que nous pouvons, dans une concrétisation d'une ville, et qui ne sera que le début, car nous pouvons travailler ailleurs et nous le souhaitons. Moi, je souhaite vers l'Algérie aussi, vers la Tunisie. J'espère que nous aurons la possibilité de montrer combien le Maghreb et nous sommes liés par les mêmes sources culturelles, avancer ensemble dans ce travail qui est quoi? Le développement durable et l'économie circulaire, c'est-à-dire l'harmonie du vivant. Comme mon ami Moukran Rachid a fort bien parlé sur le plan de la philosophie politique, je terminerai en rappelant que toutes les choses sur Terre sont entrelacées les unes avec les autres et c'est un lien sacré et il n'y a presque aucune d'elles qui soit étrangère à l'autre, car elles ont une ordonnance commune et elles forment un seul et même monde. Je le dis en l'an 2020, alors que M. Marc Aurèle l'avait dit en 150. L'ordonnance du monde ne nous appartient pas, mesdames, messieurs. Elle appartient à l'ensemble de la Terre et nous n'en sommes qu'un élément, rappelons-nous-en, dans toutes nos constructions. Et c'est pour ça que nous voulons montrer par cet exemple que nous sommes capables de créer l'harmonie dans le vivant. Nous vous remercions infiniment.